nous sommes lancés dans l'aventure depuis 2013. Au départ, c'est une initiative de Pierre. Notre rôle, finalement, en tant que vigneron en biodynamie aujourd'hui, ça va être plus d'observer et d'accompagner un processus naturel. En fait. Planter une vigne, c'est 3 ans de travail. La 4e année, vous avez une récolte. La 5e année, vous avez un retour économique. Ce qui nous a fait passer à l'époque de 7 à 30 hectares. Avec le recul, c'était un peu fou comme histoire. Moi, mon métier, c'était quand même d'animer des choses avant. Salut à toutes et tous, c'est Hugo. Vous êtes bien chez Baltaz, le podcast qui part à la rencontre des vignerons et des vigneronnes qui font le vin à travers la France. Parce que ma conviction, c'est que lorsqu'on connaît la personne qui fabrique le vin, on comprend mieux ce qu'on boit et surtout ça devient vachement meilleur. Aujourd'hui, je vous amène rencontrer Laure Fabre, qui a recréé en 2013 avec son mari Pierre le domaine Guérard, après 30 ans sans activité viticole, à Gaillac, dans le nord-est toulousain. Une histoire à peine croyable. En à peine 10 ans et sans venir du métier à la base, ils sont en train de réussir un pari fou, celui de s'imposer comme un domaine qui compte et dont les vins sont quasiment unanimement reconnus. On discute avec Laure de ce parcours, de leur choix, de la vigne jusqu'au développement d'une solide activité événementielle au domaine. Donc allez leur rendre visite lors d'un événement, mais pas que, vous ne serez pas déçus. Et bien sûr, nos cuvées préférées sont à retrouver dans nos coffrets sur baltaz.co. Si vous aimez cet épisode, pensez à le noter sur votre plateforme, le partager autour de vous, pour continuer de faire connaître ces artisans magnifiques que sont les vignerons indépendants. Allez, bonne écoute. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors oui, nous sommes donc à Gaillac, dans l'appellation Gaillac, au domaine Guérard, avec Laure Fabre. Salut Laure. Bonjour. Bon, on va parler de pas mal de choses. Déjà, merci de m'accueillir et de participer à ce projet. J'en suis très reconnaissant. Moi je suis toulousain. Alors Gaillac, c'est des vins que j'ai goûtés assez tôt dans mon éducation au vin. Et j'ai découvert le domaine Guérard complètement par hasard dans un salon à Paris où on avait goûté notamment les blancs loin de l'œil et éphémères. Je sais pas si j'ai découvert après ici ou voilà, mais bon, c'est des blancs qui sont de suite c'était une grande claque quoi, que de suite on a beaucoup aimé. Je suis venu ici et voilà, j'ai pris du vin et toujours eu une affection particulière pour les blancs au début et ensuite maintenant les rouges, notamment le brocol, une espèce de bombe de fruits là hyper gourmande, qui m'amène à être ici. On en parlait avant, ce qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui, bien sûr, un peu comme d'habitude, toi, ton histoire, tout ce qui t'a amené, ton histoire de vie avant d'être ici au domaine, puis depuis que tu es au domaine, l'histoire du domaine, du lieu, ici aussi, qui est un peu particulière, on en parlait parce que la vigne, elle s'est arrêtée pendant un petit bout de temps. L'appellation Gaillac, vous êtes dans cette appellation, une appellation proche de Toulouse, avec ses particularités, etc. On en parlera, ça m'intéresse aussi parce que vous faites partie d'un collectif Terre de Gaillac, et parler de ça, l'appellation, le lien entre les deux, etc. C'est des thématiques qui m'intéressent. Les pratiques du domaine, évidemment, comment vous travaillez ici au quotidien. C'est un domaine en biodynamie, je crois. Oui, c'est voilà, ça. Ouais. Donc ça c'est évidemment intéressant. Un peu aussi avant-gardiste sur les cépages autochtones. On reviendra sur ce que ça veut dire ici, etc. Il y a une partie aussi sur des investissements. C'est un domaine dans lequel vous avez consenti d'assez gros investissements. Ça m'intéresse de parler de ça. L'événementiel aussi, parce que vous êtes identifié comme un domaine très dynamique là-dessus, avec plein de bonnes idées. J'ai envie d'échanger là-dessus, d'en parler. Les projets, l'avenir, etc. Voilà, un programme complet qu'on va essayer de dérouler petit à petit. Mais avant tout ça, Laure, est-ce que je peux te demander de te présenter? Et tu as le temps que tu veux, tu prends le temps. Ok. Moi, je pense qu'il est important de ne pas me présenter seule, mais de nous présenter, puisque je travaille avec Pierre, mon mari. Nous sommes lancés dans l'aventure pour produire du vin depuis 2013. Au départ, c'est une initiative de Pierre, Pierre est ingénieur agronome, qui est aussi fils et petit-fils et arrière-petit-fils d'exploitants ici, mais qui, pour le coup, pendant une bonne dizaine d'années, a quand même fait autre chose d'abord.
pour ce qui me concerne, je ne suis pas du tout issue du milieu de la vigne et du vin au départ. Donc c'est Pierre qui, dans le cadre de ses études, en fait, avait fait un passage dans une winery en Californie, dans laquelle il avait passé presque 6 mois pour apprendre à faire du vin. Et c'est une expérience qui l'a énormément marqué dans sa vie d'étudiant, qu'il avait mis dans un petit coin, de côté, pour s'aventurer, aller faire d'autres choses. Et puis qui, chemin faisant, est revenu un petit peu à lui après une dizaine d'années d'autres choses. À un moment donné, il s'est posé, il s'est dit quand même, moi, s'il y a un truc que j'aimerais faire, un métier passion, cette expérience-là m'avait marqué, j'aimerais bien faire du vin. Voilà, donc c'est un peu de ça que tout a démarré. Il a grandi dans le coin, du coup, quand même, ici? Il a grandi ici, ouais. Il a grandi ici. Du coup, à un moment donné, il s'est mis un petit peu dans une posture de recherche de comment est-ce qu'il pourrait commencer à s'intégrer dans ce milieu vitivinicole. D'abord en essayant de trouver une exploitation sur laquelle éventuellement travailler ou quelque chose à reprendre. Toutes ces pistes-là n'ont pas abouti et c'est son père, en fait, qui à un moment donné nous a dit mais vous savez quoi, les jeunes, là, la vigne, on en avait, nous, par le passé, c'est moi qui l'ai arrachée dans les années 90 et c'est vrai, ça me manque un peu, si ça vous dit, je vous remets quelques pieds de vigne devant la porte et puis vous verrez ce que vous en faites. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a réenclenché la production de vin et la culture de la vigne sur le domaine Guérard. Donc d'abord, Pierre, la première année tout seul, il a fait des essais de vinification en vin un peu de garage, comme on appelle. Donc c'est-à-dire que il a acheté 3 cuves, il est allé s'installer dans la cave d'un ami de la famille, il lui a acheté quelques raisins et il nous a confié 2 parcelles sur lesquelles on a commencé à mener nos premières petites expériences et qu'on a pu vinifier, qu'il a pu vinifier à ce moment-là ensuite. Première expérience plutôt sympa, concluante. Mais bon, comme je viens de le dire, en fait, on n'avait plus du tout de vignes sur l'exploitation de la famille de Pierre. Donc, cette démarche-là était une démarche un peu de négoce, puisqu'on a acheté le raisin chez quelqu'un d'autre. Et puis la vigne que l'on a plantée, il faut savoir qu'une vigne, pour entrer en production, il lui faut 3 ans. Et c'est la 4e année qu'elle va vraiment produire du raisin qu'on va pouvoir en faire quelque chose. Donc ça a été un démarrage vraiment progressif. La 2e année, en 2014, une opportunité s'est présentée et a permis à Pierre d'acheter quelques hectares de vignes à quelques kilomètres d'ici, des vignes plus anciennes, déjà en production, ce qui nous a permis, dès 2015, de faire les premières vinifications avec nos propres raisins. Donc jusque-là, Pierre était seul dans son projet. C'était sa démarche personnelle. Et puis, pour ma part, donc comme je l'ai dit, moi, j'étais pas du tout issue du milieu agricole ou même plus précisément de la vigne et du vin. Moi, je me suis laissée happer dans cette aventure en 2015, au moment où les choses sont devenues finalement un peu plus sérieuses. Pour ma part, moi, j'ai un cursus qui est plutôt orienté dans le commerce, la gestion. Et la formation. J'ai travaillé quelques années dans la formation. Et en fait, finalement, voyant les choses se mettre en place, à un moment donné, je me suis dit, toujours en plus, à nouveau à cette époque-là, avec l'impulsion de mon beau-père, qui régulièrement me disait « Mais tu sais, un projet comme celui dans lequel Pierre vient de se lancer, c'est pas un projet qu'on fait tout seul, il va avoir besoin d'aide, il te faut vraiment y réfléchir, ça serait vraiment sympa que vous vous lanciez tous les deux là-dedans. » Et puis, mon fils est né, je me suis retrouvée dans une situation un peu transitoire et j'y suis allée un petit peu comme ça, me disant voilà, je vais y aller. On a quand même, c'est vrai, un projet à structurer. Il va falloir se relever les manches.
voyons voir ce que ça donne. Et puis, si ça me plaît, j'y reste. Si ça me plaît pas, j'y reste pas, on verra. Voilà. Ok, bon. Donc, un peu comme ça, quoi, hein, sans trop savoir exactement si ça deviendrait mon projet ou pas. Et puis en fait, quand on met le pied dans une exploitation vitivinicole, Faut pas faire ça à moitié. on y met le pied et on se laisse avaler tout entier. Donc voilà, je me suis vraiment laissée prendre au jeu et j'ai vraiment rejoint Pierre complètement dans son aventure à partir de fin 2015. Voilà, donc les premières années, apprendre sur le terrain, commencer à tailler un peu la vigne, faire les premiers travaux de printemps, voir un petit peu comment ça se passe. C'est incroyable, l'histoire du coup est incroyable. Ouais. Ok. Peut-être première chose, comment il a appris à faire du vin? Alors un peu en Californie, et sa formation d'ingénieur agronome, on apprend à faire du vin? Alors, on a sur théorie, ce type de formation un petit peu sur de modules sur la vinification, mais effectivement, c'est pas comme ça qu'on apprend à faire du vin, hein, clairement. En fait, oui, Pierre a eu cette première approche lorsqu'il était étudiant, mais ça commençait à remonter un peu. Donc, tout simplement, voilà, nous, ce qu'on a réfléchi, c'est qu'on s'est dit, on aimerait faire des vins plutôt comme ci, plutôt comme ça. Voilà comment un peu on voit les choses. Déjà, essayer de poser un peu le projet au niveau du type de vin qu'on souhaitait faire. Et puis, tout simplement, on s'est énormément appuyé sur une œnologue, une des œnologues qui travaille sur l'appellation Gaillac et qui sont là pour accompagner les vignerons dans l'élaboration de leur cuvée. Alors au début, de façon très basique, nous on était très scolaire. On lui a dit, voilà, Francine, on aimerait faire un vin qui soit comme ci, comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ça a démarré un petit peu comme ça. Ouais, on recherche un peu de recettes de cuisine. Voilà, et les premières années, les premières cuvées, elle nous a un peu écrit les recettes qu'on a suivies un peu à la lettre, tout en étant dans l'échange, en se disant, ouais, mais là, si on fait ça, est-ce que ça va rendre vraiment ce qu'on cherche, etc. En expérimentant un petit peu aussi. Et puis peu à peu, dans le temps, en fait, on prend confiance avec sa cave, on prend confiance en nos capacités, et puis on devient vigneron, quoi. Ouais. Voilà. Après, c'est quand même allé très très vite. Enfin, ça veut dire, parce que il faut comprendre que des vinifs, il y en a une par an. Donc, si tu me dis qu'il fait sa première dans le garage en 2014, ça veut dire qu'il en a fait. Enfin, la première cuvée Domaine Guérard, c'est 2000 combien? 2010. Alors, premier essai, on va dire 2013, et on a commencé à vendre nos vins, donc c'était les cuvées 2015 qu'on a. C'est ça. Voilà, ouais. C'est ça. Donc en fait, il a eu une ou deux chances d'essai, et après, en avant Guingamp, on y va. Ouais, bon après, finalement, l'élaboration du vin, c'est un processus naturel. À un moment donné, le fruit, il tombe de l'arbre, il fermente, Ouais. et puis ça devient de l'alcool. Donc, si on est un peu... bien sûr, c'est pas pour dire que... Moi, si j'essaie de faire ça, ça va pas faire pareil, quoi. qu'on n'y est pour rien dans ce qui se passe. Mais ça reste quand même un processus naturel. Et nous, vignerons, on est là pour accompagner ce processus, pour amener notre feeling. Voilà, si on s'appuie sur des conseils, comme je disais, qui vont nous aider un peu plus sur la partie technique, vraiment purement technique, qu'on maîtrise moins au démarrage, malgré tout, voilà, il y a un rendu qui est ce qu'il est, mais qui peut être chouette dès le départ, parce que avec la dose de feeling qu'on va y mettre, avec voilà, la rigueur qu'on va se donner aussi dans la réalisation des différentes étapes. Voilà, ça fonctionne. D'accord. Ok, donc toi, avant d'arriver ici en 2015, donc complètement rien à voir. Ouais. Tu travailles par ici Alors moi, je travaillais dans le Lot pour une chambre de commerce. Je faisais de la coordination de formation. Donc voilà, donc j'ai quitté mon boulot, j'ai rejoint Pierre dans ce projet.
Toi, tes parents, ton J'aimais le histoire vin, familiale, rien à voir avec pas le vin, d'agriculteur, non. pas... Non, rien à voir, voilà, rien à voir. Rien Ok. de tout ça. J'aimais bien le vin, voilà, Oui. hein, comme une bonne consommatrice. Non, moi, ce que j'ai commencé à faire, j'ai fait 2 choses pour démarrer. D'abord, je suis allée faire un stage chez un vigneron, Mhm. voilà, Ça. à Gaillac, un de nos voisins, pour voir un petit peu, voilà, comment ça se passe, prendre un peu mes marques. Et également, j'ai fait une petite formation à la dégustation des vins, pour comprendre un petit peu mieux ce qu'il y avait derrière tout ça. Et C'est quoi, un WSET, un truc comme ça? non, 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 une formation courte, vraiment quelque chose, pour avoir une première approche. Et puis après, ben, en fait, comme je le disais, quand on met le pied dans un métier passion comme ça peut aller très très vite en fait, hein, parce qu'on vit vigne et vin nuit et jour. On se documente, on rencontre des gens, on s'intéresse. Pour pouvoir avancer, on a besoin de ça en fait, hein, et c'est un petit peu comme ça qu'on a fonctionné aussi et que j'ai fonctionné. C'est au contact des autres, en suivant des formations, en dégustant beaucoup, beaucoup, beaucoup partout. Voilà, les week-ends, les vacances, un peu tout le temps, qu'on se forge en fait sa propre idée, sa propre opinion, et qu'on sait peu à peu où est-ce qu'on veut aller, quoi. Et il y a aussi la partie de sauter aussi dans le fait d'être son propre patron, d'avoir sa propre entreprise, son propre projet. Ce truc aussi peut-être à participer aussi à la stimulation et à le fait de se faire attraper, ou tu dirais que c'est plus vraiment le vin, le produit qui est devenu Oui, une non, si, passion. c'est un projet d'ensemble. D'autant plus pour moi, en fait, hein, qui n'était pas du tout originaire du milieu de la production agricole ou du vin. Moi, c'est vrai que c'est aussi un projet d'entreprise, en fait, hein, Ouais. qui m'a attiré Et, là-dedans et et quand qui m'a intéressée. tu formais des gens, tu formais des gens en reconversion professionnelle, c'est ça? Alors, moi, j'ai fait pas mal de conseils aux entreprises, et je formais des gens, des adultes effectivement, ou des jeunes adultes, sur du commerce, de la gestion, de l'administratif, des choses comme ça. Euh, Donc tu étais finalement quand même tous les jours avec des gens qui étaient dans leur propre projet. Exactement. Et peut-être que ça a infusé un petit peu. Ouais, exactement. Ça a été finalement un peu une façon de passer de l'autre côté. De dire, ok, conseiller c'est bien, mais voyons voir aussi si je suis capable de faire. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Donc effectivement, il y a ce côté entreprise qui pour moi a été important, pour Pierre aussi, mais pour moi particulièrement, puisqu'effectivement, j'étais issue d'un milieu vraiment complètement différent. Mm, mm. Et ça se retrouve aujourd'hui dans ce que vous faites, hein. Pierre, du coup, au domaine, s'occupe surtout de la partie vigne, vinif, c'est Ouais, ça? alors oui, effectivement. Donc la façon dont ça s'articule, Pierre s'occupe plus particulièrement de la partie des vignes et de l'élaboration du vin. Moi, je m'occupe plutôt de la gestion, de la partie commerciale, de l'administratif. Et puis, ce qui nous rassemble, en fait, hein, c'est les choix qu'on fait. C'est-à-dire qu'on fait quand même nos choix ensemble, on déguste ensemble, on se dit, tiens, on a envie de créer une nouvelle cuvée. Moi, je vais dire, moi, je sens qu'avec ce cépage-là, j'aimerais bien essayer de faire quelque chose qui soit plutôt comme ci, plutôt comme ça. Si ça plaît à Pierre, si l'envie lui prend, il me dit ok, banco, on y va, on fait un essai, et puis on va au fur et à mesure du processus d'élaboration, évoluer ensemble dans la réflexion pour amener le vin à ce qu'il est Et au bout du ces compte. idées, elles arrivent, tu dis, parce que tu goûtes beaucoup de choses, tu te balades, comment tu fais pour justement Ben, nourrir cette créativité et les idées d'où elles viennent en fait, tout ce processus créatif là. alors, les idées, elles viennent de plein d'endroits différents. En fait, effectivement, elles viennent de ce qu'on goûte, de ce qu'on découvre, de ce que les autres peuvent faire, hein, sur Gaillac, dans les autres régions françaises, et même encore ce qu'on peut goûter des vins étrangers. Des rencontres que l'on fait aussi, hein, des personnes que l'on rencontre qui nous expliquent comment est-ce qu'eux, ils travaillent. Beaucoup aussi dernièrement, notamment, on s'est lancé pas mal dans le développement de l'export.
on rencontre énormément de gens qui ont des pratiques qui sont vraiment différentes des nôtres et qui nous amènent à nous interroger sur la façon dont on travaille et sur comment et pourquoi on fait les choses et sur ce qu'on peut expérimenter. Et puis après, il y a aussi énormément la connaissance qu'on développe de nos cépages et de nos terroirs, en fait, très simplement. On apprivoise petit à petit tout ça, on apprend à connaître vraiment nos sols, les sols de chaque parcelle, ce qu'ils peuvent donner, les expositions, la façon dont ça va s'exprimer. Les cépages, le brocol, il va s'exprimer de cette façon-ci, mais si on le prend dans telle ou telle parcelle, il s'exprimera différemment, donc ça va nous donner envie de faire des expériences différentes. Et puis pareil sur chacun des autres cépages que l'on va utiliser, en fait. Mais même là, il y a une espèce de... Enfin, c'est allé vite, tu vois. J'en parlais par exemple avec Jules Vérag au Château du Cèdre, qui lui récupère le domaine de sa famille, avec tout l'historique qu'il y a derrière, etc. Il me disait, en fait, si en gros j'avais voulu commencer ailleurs, mais je perds un nombre d'années énorme là-dessus, sur la connaissance du terroir, etc. Et ce qui est impressionnant, et là, du début de discussion qu'on a, ce qui est là où moi je suis admiratif, en fait, c'est que j'ai l'impression que ça va vite. Tu vois, ça va vite. Même pour aussi autre chose, la partie dégustation technique, tu vois, d'être capable à la cave de dire, ouais, le vin, ok, on a l'idée de faire ça. Ça veut dire que sortie de presse, ça doit goûter comme ça, etc., etc. Ben ça, normalement, ça prend longtemps à développer ça, tu vois. Enfin, j'ai l'impression. Alors oui, on est des apprentis vignerons encore. Et je pense que ce qu'on construit aujourd'hui, on le construit peut-être pour la suite, pour nos enfants ou pour ceux qui reprendront après nous, en fait. Après, effectivement, on est peut-être allé assez vite, je sais pas. Quoi qu'il en soit, oui, c'est vrai. Si tu prends les choses comme ça en te disant, bon, ben ok, je commence à 35 ans, c'est à peu près ce qu'on a fait, et je vais m'arrêter à 65. J'ai 30 essais. Ça fait pas beaucoup, c'est clair. Si on le regarde de ce point de vue-là, ça fait pas énorme. Et sans trop d'héritage, ou en tout cas avec un trou d'héritage. On en reviendra sur l'histoire du domaine. Avec effectivement aucun point de départ, un point de départ à zéro. Ouais. Après, de notre côté, on observe beaucoup et puis on goûte quand même énormément de choses. Pour un millésime, en fait, il va se passer plein de choses. C'est-à-dire que déjà, quand on va vendanger, on va faire nos contrôles de maturité. Tous les jours, on va goûter du raisin de chaque parcelle. Donc très vite, on va affiner déjà sa perception du rendu de chacune d'entre elles, en fait. Alors, à un instant T, sur un millésime. Et finalement, c'est ça d'ailleurs. C'est que chaque millésime va être différent. Donc pour chaque millésime, on va recommencer depuis zéro. C'est ça, c'est pour ça que construire une connaissance de son terroir, en fait, pour avoir... pour que le millésime, par exemple, là, de 2023, fasse référence à quelque chose et se dire, ah oui, quand on avait fait ça, etc. Souvent, il faut remonter loin en arrière pour trouver des similitudes et tout. Et là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une qualité dans le fait d'aller vite là-dessus, de vite comprendre, de vite... Après, je pense que c'est très lié quand même au feeling que l'on a et à l'analyse qu'on peut faire à un instant T. Parce que, si tu veux, peut-être par le passé, on décidait de faire une cuvée, on faisait sa recette, comme on a fait nous la première année ou les premières années, et puis on essayait de la tenir, cette recette, et d'obtenir un peu la même chose tous les ans, en affinant un peu, bien sûr, en améliorant, mais on essayait d'obtenir quelque chose qui soit vraiment quand même constant. Aujourd'hui, la façon en tout cas dont nous on travaille, puisqu'on a choisi de travailler en biodynamie et de façon la plus naturelle possible, et puis en plus avec le réchauffement climatique, quand même, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, chaque année est on recommence totalement le travail, quoi. Chaque année, on va repartir de zéro, comme je disais, goûter
chaque raisin, de chaque parcelle, qui a subi le climat de l'année. Et puis, on va se décider à en faire quelque chose. On va décider d'en faire plutôt ceci ou plutôt cela. C'est ça le cœur de la démarche. Mais c'est en fait, l'année suivante, ça sera différent parce qu'il y aura eu un climat différent, parce que le contexte, globalement, sera différent chaque année. À mon avis, ce qui est le plus important, c'est d'accepter que les choses, elles changent. Elles changent, en fait. C'est ça. Parce qu'en fait, il y a en gros 2 grandes manières de faire du vin. C'est ce que tu as dit. C'est soit je pense au produit, à la fin, j'ai envie d'obtenir ça, et je vais plutôt être à la cave dans une sorte de contrainte de tout ce qui s'est passé, de tout l'historique de ce qui s'est passé à la vigne, pour amener le produit à être ce que j'ai envie d'être, ou alors je fais l'inverse, je pars du produit du début, le grain de raisin, et je construis quelque chose. Voilà, et je me dis, ok, avec ça, on a envie de faire ça. Alors, c'est clairement la démarche que vous avez choisie. Peut-être que ça a des moments, tu vois, l'export et tout, par exemple, ça a marché. Je me dis qu'ils peut-être aiment au début naturellement la stabilité. Tu vois, ils viennent t'acheter ton Loin de l'œil 21, ils reviennent l'année d'après t'acheter le 22. Peut-être ça entraîne des difficultés à ce niveau-là, ou non, vous n'avez pas été confronté? Non, ça dépend des marchés sur lesquels on travaille, en fait. Ouais. Nous, on a plutôt tendance à favoriser, à préférer les marchés sur lesquels on aura des interlocuteurs qui vont vendre nos vins à leurs consommateurs avec une démarche de conseil, et qui du coup seront capables d'expliquer le vin tel qu'il est à un instant T. Là, ça pose pas du tout de problème, hein, même à l'export. Si notre importateur, il travaille qu'avec des cavistes, des sommeliers, et puis que c'est que des passionnés qui vont avoir à cœur de transmettre justement le millésime, ça fonctionne complètement. Ouais, c'est ça, il faut savoir s'entourer avec des gens qui comprennent ça, qui vendent ça, qui ont envie de ça, et des marchés qui ont envie de ça aussi, des marchés qui sont OK avec ces démarches-là. Okay. Ouais, des gens, aller sur des marchés avec des gens qui aiment vraiment le vin, en fait, je dirais. Ouais, ok, d'accord. Très bien. Est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière, du coup, avant Pierre et toi, sur l'histoire ici du lieu, avant que vous le repreniez? Alors ici, en fait, on est sur donc une propriété qui est familiale, je l'ai dit, qui est issue de la famille de Pierre. Aussi loin qu'on a pu remonter, ils ont toujours été présents ici. Ils ont toujours exploité les terres autour des bâtiments. Ça veut dire quoi, aussi loin? Ça veut dire juste... Dans lesquels on se trouve, ça veut dire les premières traces écrites de culture de la vigne par la famille Guérard, puisque la famille de Pierre s'appelait Guérard par le passé, remontent à peu près 1500. Ah oui. D'accord, voilà. Donc ça fait longtemps. Et puis avant, c'est difficile à dire en fait parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'écrits. Déjà, on a de la chance d'avoir des écrits qui remontent à cette période-là, mais ça fait effectivement très très longtemps qu'ils sont là. Il faut savoir que historiquement, on est en fait ici on est sur la partie nord du vignoble gaillacois, sur ce qu'on appelle le plateau cordé. C'est une zone un petit peu en altitude, on est à 300 mètres sur une roche calcaire. Et on est donc sur une zone qui est un peu comme un promontoire qui domine avec la ville d'Albi en contrebas, et puis des deux côtés, un côté les coteaux du vignoble gaillacois et de l'autre côté une zone d'élevage. Et en fait, historiquement, du coup, sur ce secteur-là, les exploitations, elles étaient toutes en polyculture. Parce que on avait un peu la situation entre deux, qui faisait que ça permettait de faire plusieurs choses. Ils faisaient plusieurs choses, donc c'était une ferme ici en polyculture élevage. Ils avaient des céréales, ils avaient des amandiers, ils avaient de la lavande, ils avaient des vignes. Ils avaient quelques bêtes. C'était vraiment la ferme complète en fait. Ça s'est vraiment spécialisé un peu plus sur la vigne dans les années 50, avec Maurice Guérard, qui était l'arrière-grand-père de Pierre, qui lui avait une affection particulière pour la vigne. Et puis c'était dans les années 50, une période où on commençait un peu plus à se spécialiser. Donc la vigne s'est un peu plus développée à cette période-là. À l'époque, ils se sont lancés dans la bouteille. Ils ont replanté directement après le phylloxéra et tout oui, il me semble, rapidement.
Et ils ont vraiment développé, en tout cas à cette période-là, années 50. Où ils se sont mis à faire du vin. D'ailleurs, Maurice Guérard était parmi les tout premiers vignerons gaillacois à mettre son vin en bouteille. Parce que là, à ce moment-là, l'appellation Gaillac et tout, ça n'existe pas. Pas encore. Alors, non. Pas tout à fait, je Enfin, pense. si, le blanc. Le blanc, c'est 1938, je crois, Ok. si je dis pas de bêtises. Ok. Mais l'ère d'appellation existe, puisque depuis très longtemps elle existe. Et par le passé, on appelait ça les vins du coq, d'ailleurs. Ça s'appelait pas l'appellation Gaillac, mais voilà, il y avait quand même une ère identifiée de production viticole. Mais il faut savoir que jusqu'à cette période, en fait, ce qui se passait, c'est que les viticulteurs, ils cultivaient la vigne, ils faisaient le vin, et puis ils vendaient le vin en tonneaux, en fait, et c'était conditionné en bouteille sur le lieu de destination. Ils ont commencé à fonctionner comme ce qu'on appelle aujourd'hui les vignerons indépendants, c'est-à-dire à maîtriser complètement la chaîne, le processus de fabrication de bout en bout, de la culture de la vigne en passant par l'élaboration du vin et jusqu'à la commercialisation par leurs propres moyens, à peu près à cette période-là dans les années 50. Et Maurice Guérard avait été un peu pionnier là-dedans, c'est pour ça qu'il avait développé pas mal la vigne. Par contre, malheureusement, c'est une période qui n'a pas duré parce que, on a commencé à en parler, puis on en reparlera peut-être encore. Lorsqu'on est vigneron indépendant, la structure familiale porte beaucoup l'exploitation. Et à un moment donné, la structure familiale de la famille Guérard n'a plus pu supporter tous les ateliers de la production. Donc ils ont décidé d'arrêter la bouteille 20 ans plus tard, en fait, dans les années 70, et pour aller jusqu'à l'arrachage dans les années 90, pour se développer plutôt sur une exploitation céréalière. Voilà. On était resté en fait en polyculture. On avait développé la vigne, mais il y a toujours eu une petite part d'autres activités. Ouais. Et à un moment donné, il y a eu Maurice Guérard, et lui, il aimait la vigne, il a développé la vigne et le vin. Et puis, c'est devenu difficile à cause de cette évolution de la structure familiale et puis pour des raisons économiques également par la suite. Ils avaient la possibilité à un moment donné de changer leur fusil d'épaule puisqu'ils avaient encore d'autres ateliers de production pour dire non, économiquement on s'en sort pas, on va aller faire plutôt ça. Mais il n'y avait pas aussi un peu l'État qui a incité ou sinon Oui, si, exactement. Voilà. Effectivement, il faut savoir que Gaillac fait partie des vignobles quand même du sud de la France. Et à un moment donné, les vignobles du sud de la France ont vécu une crise importante qui a amené le gouvernement à nous offrir des primes à l'arrachage pour aider les exploitants à se reconvertir. Voilà, à cette époque, en fait, les vignerons du Sud, ils produisaient du vin de table, ils produisaient du volume. À un moment donné, la consommation a commencé à évoluer. On a voulu boire moins, mais mieux. On s'est retrouvé en surproduction. Donc, ces primes à l'arrachage ont aidé à assainir, en fait, en quelque sorte, cette situation de surproduction en aidant les exploitants à se reconvertir. Voilà, ce qu'a fait effectivement mon beau-père dans les années 90. Il a bénéficié de ces primes pour se reconvertir en céréales et développer une belle exploitation céréalière, comme ça s'est fait beaucoup à cette période-là. Voilà. D'accord. C'est fou. Mais du coup, alors, quand... Donc ça, c'est les années 90. Les années 90, ils arrachent, donc on arrache toute la vigne qu'il y a ici sur le domaine. Et quand est-ce qu'on a commencé à replanter? Parce que là, aujourd'hui, il y a des... En 2013. Ah voilà, donc vous les plantes... Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Donc il y a eu 30 ans, en fait, 30 et quelques années d'interruption. Où, pour le coup, effectivement, le savoir-faire s'est complètement perdu. Mon beau-père a été quand même viticulteur, donc il a quand même, sur la première partie de sa carrière, taillé la vigne, fait des choses comme ça, mais il ne faisait pas de vin en bouteille. Et puis pour lui, c'était un peu une expérience difficile. Donc, il y a eu vraiment une rupture, en fait, de savoir-faire, clairement. On est reparti depuis zéro. On avait quand même... Oui, Pierre n'a pas grandi, finalement, il n'a pas grandi dans la vigne. Voilà, c'est ça. Non, pas du tout.
Non, effectivement, il n'a pas grandi dans la vigne. Après, cette période de rupture fait qu'on est reparti depuis zéro, mais contrairement à d'autres qui partent de zéro, on avait quand même des terres, on avait des bâtiments. Voilà. Donc après, à chacun de voir ce qu'il a envie de faire de sa terre et de la cohérence qu'il souhaite donner à son exploitation, quoi. D'accord. Et l'exploitation céréalière, ça s'est bien passé pour le papa de Pierre? Enfin, je veux dire, il en a vécu, parce qu'on le Ouais, sait. il en a vécu, il en a bien vécu. Il a été heureux dans ce modèle-là. Il a réussi à développer un bel ensemble céréalier, voilà, qui fonctionnait. Mais, Après, il a pris sa retraite. Il n'avait pas de repreneur. Il n'avait pas de repreneur et c'est pour ça hein, que parce que Pierre, par contre, a grandi dans la céréale. Ouais. Mais lui, Mais ça... lui, non, faire de la Alors, céréale. il fait quand même des études d'ingénieur agronome, donc un petit peu lié, mais pas du tout dans l'idée. Ouais, mais il fait des études d'ingénieur agronome simplement parce que c'est un milieu qui le rassure, plus que par envie, en fait, hein, au départ. Parce qu'il a cette sensibilité quand même au végétal, mais surtout parce que voilà, c'est faire une école d'ingé agro plutôt qu'une école d'ingé informatique. Quand on vient de la campagne, c'est un peu plus rassurant, quoi. C'est finalement ça qui l'a amené là. Après, bon, malgré tout, hein, quand on a grandi dans un endroit comme ça, qu'on est fils d'exploitant, sa terre, c'est son ADN, en fait. Hein, on est hypersensible à ça et ça fait partie de soi, en fait. Hein. On ne le sait pas forcément à un moment donné quand on part faire ses études. Mais on a cette sensibilité, quoi qu'il en soit. Et du coup, il y a un moment, parce que tu dis qu'il prend sa retraite, il y a un moment donné où ici, il y a eu un arrêt de l'exploitation, un petit moment là, avant 2013. Alors, en fait, mon beau-père, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a revendu ses tracteurs, il a tout arrêté, mais il a continué à faire fonctionner l'exploitation en sous-traitance. C'est-à-dire qu'il a fait faire le travail à autrui, en fait, hein, d'autres personnes qui sont venues faire le travail. Donc, l'exploitation a continué de tourner, mais en gestion vraiment light. Voilà, il était malgré tout Ça, c'est quoi, à la retraite en parallèle. Une dizaine d'années, il prend sa retraite quoi, début des années 2000. Ouais, c'est ça, une petite dizaine d'années. Bon, par contre, effectivement, c'est pour ça que quand il a vu Pierre, à un moment donné, tourner autour du pot d'un projet vitivinicole, il s'est dit, bon sang, mais mon fils, il va pas aller travailler de la vigne et faire du vin ailleurs, quoi. C'est nous qu'il faut qu'il le fasse. C'est vrai, finalement, pourquoi pas remettre de la vigne? Il faut que j'arrive à le motiver à relancer quelque chose chez nous. Ça, c'est hyper intéressant parce que malgré le fait qu'il ait construit, parce que du coup, quand il arrache, qu'il ait construit une vraie exploitation céréalière, etc., avec tout ce que ça comporte en termes de projet de vie, etc., je veux dire, c'est sûrement 6 ou 7 jours sur 7, en tout cas de la prise de tête quotidienne, etc., c'est du sens, c'est de l'attachement. Et malgré ça, il a été enthousiaste à l'idée de refaire du vin, quoi. Le fait que ce soit ici, en fait, suffisait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Mais en fait, ouais, non, c'est pas si étonnant que ça, je dirais. C'est qu'à un moment donné, la question se pose de savoir qu'est-ce que je fais de mes terres. Hein. Ouais. Est-ce qu'elles se perdent vraiment de la famille ou est-ce que, quoi qu'on en fasse, on en fait encore quelque chose pour nous, pour la continuité? Et quand on a plus de 500 ans d'histoire derrière soi, vigne ou céréales ou je ne sais quoi, en fait, c'est pas ça le plus important, c'est l'attachement à la terre elle-même, en fait. Et okay. Voilà. Ouais. Et pourtant, malgré justement cette longueur de l'histoire derrière et tout, Pierre a certainement été éduqué dans une ambiance de liberté, en fait, par rapport à ce qu'il ferait plus tard. Puisque, pareil, on pourrait penser dans des schémas... moi, je vois, c'est le cas dans ma famille. Mon papa, alors finalement, ça a été son grand frère qui a repris, mais il y avait quelqu'un qui allait reprendre. Et les enfants se construisaient là-dedans. Et le choix, d'ailleurs, de quel frère allait reprendre était fait relativement tôt, etc. Tu vois, il y avait un modèle un peu... Et ça n'a pas été trop le cas, effectivement, chez nous. Hein. Pierre et son frère ont été, eux, éduqués plutôt... dans une logique de dire faites ce qui vous semble
intéressant, ce qui vous plaît, on verra. Ouais, c'est fort, Voilà. c'est fort ça. C'est... Bon, après, je te cache pas qu'à mon avis, quand Pierre a décidé de s'inscrire parmi les écoles d'ingé qu'il visait dans une qui était agricole, mon beau-père devait pas être mécontent. Hein. Voilà, ça lui a mis un petit projet peut-être en tête qu'il a mis longtemps à nous faire intégrer à nous. Il a fallu pas mal d'années, mais lui, il l'avait probablement à l'esprit. Et comment ça se passe quand vous arrivez, il vit encore ici? Ouais. Donc il vit encore ici et il vous aide, comment ça se passe là, ce moment de transmission? Ou Alors sur lui, les premières plantations, oui. Nous, on vivait pas ici. Parce que du vous tout. arrivez, vous plantez en fait, directement. Le premier truc que vous faites, que vous plantez de la vigne. La même année, essai de vin de garage d'une part et plantation de l'autre. La partie plantation, c'est mon beau-père en fait, la première année qui a fait la première vague de plantation, parce que on n'était pas sur place, et puis parce que c'est lui qui a voulu enclencher en fait ça aussi quand même, qui nous a poussé un petit peu dans ce sens-là. Donc il se sentait redevable de filer un coup de main à un moment donné au début. Il se disait surtout que s'il voulait que ça fonctionne, il fallait à un moment donné qu'il aide à enclencher un démarrage. Voilà, une fois ce démarrage enclenché, il s'est tout de suite retiré en disant voilà, maintenant c'est votre projet, vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous en faites, vous le façonnez à votre façon. Moi, ça n'a pas été mon métier. Ça sera le vôtre. Voilà, j'y crois, je suis derrière vous. Je vous soutiendrai quoi qu'il arrive, mais allez-y, prenez les choses en main. Ok. Il y a ce moment-là, 2013-2015, toi, tu arrives. Vous vous associez aussi à quelqu'un? Comment ça se passe? Qui c'est? Alors, en fait, oui, effectivement, l'histoire plus récente. Donc, comme je disais tout à l'heure, en 2013, on a replanté les premières vignes chez nous. Et puis, chaque année, depuis cette période, depuis 10 ans, du coup, on replante un petit peu pour reconstituer un capital de vignes sur nos terres familiales historiques, voilà, qui soit bien. Pourquoi petit à petit et pas... Parce que c'est beaucoup d'investissement, parce que ça demande beaucoup de temps. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, planter une vigne, c'est 3 ans de travail. La 4e année, vous avez une récolte. La 5e année, vous avez un retour économique sur le fruit de votre travail. Donc, pour étaler... donc voilà, à moins d'être très très riche, c'est compliqué de tout faire d'un coup. Clairement. Je me rends pas compte. Tu sais, tu as une idée, par exemple, je sais pas, combien ça coûte de planter, quoi, de mettre une vigne en terre. Alors déjà, de planter, il faut compter à peu près 20 000 € par hectare. Et puis après, il y a tout le travail réalisé, en fait, le temps qu'on y passe, tout au long de l'année. Donc, si on met tout bout à bout pendant 3 ans, ça coûte cher. Ouais. Voilà, donc on a continué à planter peu à peu chaque année chez nous, sur nos terres familiales historiques. En 2014, on a repris des petites parcelles à quelques kilomètres donc, de chez nous, ce qui nous a permis d'avoir des plus vieilles vignes pour enclencher un peu plus rapidement et avoir justement un peu les premiers retours économiques aussi. Voilà. Et puis, à un moment donné, en 2017, on a vécu une période de gelée importante, qui nous a vraiment coupé l'herbe sous le pied au moment où on commençait à avoir des clients, à se positionner. On s'est retrouvé avec une récolte très, 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 très maigre. Et là, on s'est retourné, on s'est dit non, mais il nous arrive ça 2 fois, on est mort. Donc, il nous faut. Bon, il y a des assurances, ok, mais voilà, c'est pas ça qui va nous sauver. Oui, c'est pas ça qui va sauver les clients. Il nous faut un peu plus de surface pour avoir une garantie sur pied, quoi, en quelque sorte, être capable d'avoir une marge, en fait, sur des années qui seraient plus petites, être quand même capable de produire quelque chose, de produire quand même quelque chose, voilà, et de répondre à la demande de nos clients pour pas les perdre. Voilà, donc à ce moment-là, on est parti en recherche de nouvelles vignes. Alors, on ne savait pas trop par quel bout le prendre. Est-ce qu'on achète des vignes? Est-ce qu'on prend des fermages? Bon, voilà, on a observé un petit peu ce qui se passait autour de chez nous. Et acheter du raisin, se dire on achète du raisin, ça n'a jamais été... Alors, si, c'est ce qu'on a fait la première année. Mais on n'avait pas envie. Par la suite, on avait envie... d'être vigneron indépendant 100%, quoi. Ouais, ce soit vraiment le fruit de notre travail. Parce que quand tu achètes du raisin,
ok, t'achètes du raisin qui te plaît, quoi, qui est joli, qui vient d'un terroir qui t'intéresse éventuellement, si tu arrives à trouver tout ça. Mais c'est pas toi qui as fait le boulot, voilà, tu maîtrises pas complètement tout ce qui va se passer en amont. Et on avait quand même envie d'avoir cette maîtrise-là. Du coup, voilà, on s'est retrouvés face à un choix. Il faut dire qu'à Gaillac, voilà, trouver des vignes qui soient sur un terroir qui te plaise, vraiment sympa, bien exposé, en bon état. Voilà, en 2018, on n'en a pas trouvé beaucoup. On s'est retrouvé par contre à rencontrer un monsieur qui lui prenait sa retraite, n'avait pas de repreneur derrière et cherchait à mettre en fermage les vignes de son exploitation. Et bon, c'était un peu plus que ce qu'on cherchait, hein. C'était beaucoup plus même que ce qu'on cherchait. Mais au même moment, on a rencontré des personnes qui souhaitaient investir dans la vigne et le vin et qui nous ont dit mais nous, on vous aide, hein, si vous voulez. Voilà, on vous accompagne. Du coup, on s'est retrouvés à prendre en fermage donc les vignes de ce monsieur qui prenait sa retraite, ce qui nous a fait passer à l'époque de 7 à 30 hectares. Ouf. Ok. Bon, voilà, avec le recul, c'était un peu fou comme histoire. Mais bon, on l'a fait. Voilà, on l'a fait. Mais investir, il est aussi, Alors, il est aussi voilà, opérationnel. Du coup, on s'est associé avec 2 personnes. Une personne qui nous a apporté simplement des fonds pour nous aider à financer voilà, l'absorption, hein, de cette surface de vigne. Et une autre personne qui a été un peu le lien entre nous, qui lui était en phase de réflexion de reconversion, qui était passionné de vin. Et qui aujourd'hui nous aide énormément, notamment sur la commercialisation de nos cuvées. Mais un petit peu partout, hein. Il fait les vendanges, il coach les vendangeurs, il fait les complantations, il fait la logistique, il fait un petit peu de tout. Mais essentiellement sur la commercialisation, ouais, Philippe nous aide énormément. C'est un super associé. D'accord. Et tu dis absorption, concrètement, ça veut dire que toi, tu veux acheter ces vignes-là, tu lui as échangé en fait les sous pour acheter ces vignes-là contre des parts de l'entreprise du domaine, quoi. Alors, les vignes, on ne les a pas achetées, hein. D'abord, on les a prises en fermage, en location, ces vignes-là. Et effectivement, on a ouvert une petite partie du capital de notre structure. Voilà. Ouais. C'est ça. Okay. Pour pouvoir bénéficier de cette aide. Et ils sont liés, les 2 personnes, Philippe, donc, qui est opérationnel sur le domaine. Ouais, ils sont amis d'enfance. Ils sont, on va dire, humainement très liés. D'accord, voilà. Ok. Et donc, d'accord, c'est intéressant. Parce que du coup, comment le dire, cette personne-là, elle était déjà là, c'était compris dans le package, quoi, en quelque sorte, quoi. Philippe ? Ouais, Philippe. Pas forcément au départ, mais en fait, voilà, comme je viens de dire, il avait lui ce projet de reconversion pour sa fin de carrière. Voilà, il avait plus de 50 ans. Pareil, pas dans le vin avant ? Pas dans le vin avant, mais vraiment passionné, voilà, tout le temps, beaucoup dans la dégustation, etc., très, très intéressé. Et en fait, c'est nous qui, à un moment donné, avons dit, mais attendez, pour nous, dans ce deal-là, ça peut pas se faire sans Philippe, quoi. C'est lui qui a créé ce lien entre nous. Il est hyper impliqué. Il veut se reconvertir, il est passionné. Voilà, il a 10-15 ans de carrière à faire, on l'embarque, quoi. On y va. Ok. Voilà. Énorme. Parce que un projet, comme je l'ai dit au départ, à un moment donné, on s'est dit, Pierre, il va pas mener son projet tout seul, ça sera trop lourd pour lui. Là, on s'est dit, non, en fait, ce projet, on va pas le mener sans Philippe, on a besoin de lui, quoi. Ok. Tant qu'on y est, il y a cette partie d'investissement, il n'y a pas eu que ça, parce que pour passer d'exploiter 7 à exploiter 30, c'est plus la même chose, en sachant que vous aviez que les vignes en fermage. Du coup, lui, ses installations, son chai, sa cuverie, etc., vous en profitiez pas. Rien tout récupéré, était, voilà, tout venait ici. Ouais. Et là, comment on fait là ? Parce que là, ça déborde là. Ouais, ça déborde un peu.
Alors en fait, effectivement, on a beaucoup investi parce que, comme on l'a dit, nous on a redémarré depuis zéro, on avait des terres, on avait des bâtiments, on n'avait pas de tracteur viticole, on n'avait rien de rien, on n'avait pas de cuve, on n'avait rien. Donc déjà au départ, on avait pas mal investi à hauteur de ce que nous on était capable de faire, en y mettant nos économies, et puis en allant voir la banque et en s'endettant un petit peu comme il faut. Et puis là, sur cette deuxième phase, effectivement, on est retourné voir les banques et puis on s'est appuyé sur cette aide extérieure de Philippe et puis Sylvie et Thierry, ses amis qui nous ont soutenus dans notre projet. Ça représente beaucoup, effectivement, parce que il a fallu avoir des tracteurs, avoir du matériel pour cultiver la vigne et le sol. Il a fallu équiper notre chai, doubler la cuverie, même un peu plus. Il a fallu se doter aussi d'un vrai point d'accueil pour nos clients, d'un lieu de stockage. Donc on a énormément investi, ouais. Oui, ça représente... c'est quoi l'ordre de grandeur, là, le nombre de mètres carrés de bâtiments que vous avez construit Alors on a rien construit. On a utilisé que même de l'existant. Ça existait le... Ouais, le bâtiment dans lequel on accueille le public existait. Ah, ok. C'était un hangar métallique horrible qu'on a aménagé Ah ouais, on dirait que c'est neuf. pour en faire quelque chose d'un peu plus contemporain et de chouette, mais c'était un bâtiment existant. Non, on n'a rien construit, on a juste équipé, en fait, on va dire. C'est ça. Mais À c'est déjà énorme, on oui, est oui. d'accord, voilà. Ouais. Après, il a fallu les cuves, rien que les cuves, investir pour avoir suffisamment de cuves pour vinifier un maximum du raisin que l'on avait. Après, on s'est aussi appuyé, il faut le savoir, on passe pas de 0 bouteille à 30 hectares en bouteille du jour au lendemain, d'accord ? Parce que les bouteilles, il faut les vendre, en fait. À un moment donné, si on n'a pas les clients, ça ne sert à rien de produire tout ça. Du coup, on a eu un fonctionnement progressif à plusieurs niveaux, j'ai envie de dire. Le développement de la bouteille, qui est notre objectif encore aujourd'hui, de poursuivre le développement de la bouteille. Développer de la bouteille, ça veut dire mettre en bouteille vos 30 hectares. Voilà, développer la production de bouteilles par rapport aux surfaces de vignes dont on dispose. La première année, on a fait 10 000 bouteilles. La deuxième année, on en a fait 25 000, etc., etc. Aujourd'hui, on en fait 80 000. Mais on a encore une marge de progression. Et oui, 80 000, ça veut dire que vous n'embouteillez pas les 30 hectares. On n'embouteille toujours pas les 30 hectares. On a encore une marge qui, elle, est travaillée différemment. D'abord, une part de raisins vendus sur pied à des personnes, des petits négoces, en fait, des gens qui, comme nous, quand on a démarré, cherchent du raisin pour faire leur vinif. Vendu sur pied, ça veut dire que c'est eux qui viennent vendanger, etc. Alors, on a les deux formules. Soit on vend sur pied, soit on vinifie pour compte de quelqu'un d'autre. Et une fois la vinification terminée, il récupère le vin, il fait ses assemblages. Voilà. Donc, c'est du vrac, en fait. Il y a ça. Et puis, en fait, on est soutenu également par une des coopératives locales à qui on laisse prendre une petite partie encore aujourd'hui de notre récolte pour nous soulager de ce qu'on n'est pas capable de gérer par nous-mêmes. Une cave coopérative, du coup. Donc, elle prend la récolte, elle vinifie, etc. C'est laquelle ? Vinovalie. Ouais, okay. Voilà. On est ce qu'on appelle apporteur partiel, en fait. On est coopérateur apporteur partiel. Donc, chaque année, on va leur dire, cette année, compte tenu de la situation climatique, de ce qu'on va récolter en volume, de ce qu'on veut produire pour nous en bouteille, et des contrats qu'on a en négoce, il vous reste tant. Donc ils nous accompagnent là-dessus, ils jouent le jeu. Oui, de s'adapter à ce que vous avez. De prendre ce qu'on peut leur offrir. Ouais, ça, tout à cool. fait. Ça, et pour nous, c'est une variable d'ajustement qui est hyper importante et intéressante. Après, c'est pas ce qu'on valorise, parce que c'est pas le raisin que l'on va leur vendre à eux qui va nous permettre de vivre clairement dans notre modèle. Mais c'est une variable d'ajustement sur laquelle on a toujours pu compter.
Et puis voilà. ça permet, malgré tout, même si c'est pas très bien avec une marge réduite, etc., d'exploiter jusqu'au dernier grain de raisin qui sort de vos vignes, il sert à quelque chose, quoi. Ah bah c'est obligatoire, on ne peut Ouais, pas laisser du raisin ouais, mourir sur pied, quoi. Enfin, ouais, ce serait un ouais, non-sens. Donc voilà, donc en fait, effectivement, comme on a repris à un moment donné une surface importante par rapport à notre capacité de production en bouteille, il a fallu trouver des solutions comme ça. Et puis aujourd'hui, chaque année, on laisse de moins en moins de parts au négoce et à la coopérative, et puis on fait notre bout de chemin, mais tout en sachant que s'il y a un aléa climatique, comme ces dernières années, il y en a pas mal, hein. Là, ça fait 3 ans qu'on récolte entre moins 20 et moins 30% de volume. C'est pas sur notre bouteille que ça va s'impacter, c'est plus sur le volume de vrac que l'on a en marge, en fait. D'accord, d'accord. Mais là, c'est pareil. Enfin, je trouve que ça fait quand même une structure entrepreneuriale complexe avec différentes sources de revenus, etc. Enfin, c'est pareil. Vous avez su quand même aller, vite, bien vous organiser, quoi. Enfin, c'est quand même, c'est remarquable. Moi, je trouve que, félicitations, quoi, Il a voilà. fallu, hein. Ouais. Après, quand on est face à une situation, Faut trouver des solutions. Ouais, c'est il sûr, faut c'est être sûr. inventif, des fois, Ouais, c'est comme ça. ouais. Non, mais après, voilà, ce sont des modèles qui fonctionnent, hein. On n'est pas les seuls à faire ça. Voilà, on s'appuie sur ce qui existe, hein. On n'a rien inventé non plus. Bon, après, Faut réussir à l'exécuter correctement, quoi. ouais, Voilà, c'est ça. ouais. Après, c'est pas évident, on va dire. C'est de moins en moins évident, hein, clairement. Nous, on a fait le choix de travailler, je l'ai dit, hein, en biodynamie. Donc chez nous, tout est vendangé à la main. Tout ce qu'on vinifie, c'est en travaillant en levure indigène, etc. Et voilà. Et quand on draine un peu de volume, c'est plus compliqué quand même, hein. On tient bon, voilà, on fait quand même nos vinifications parcellaires, on essaie quand même vraiment d'avoir un travail, de garder un travail d'artisan, d'être dans le détail le plus possible pour tout. Mais par contre, ce qui est vendangé par Vinovali, c'est eux qui le vendangent, cette partie-là, effectivement. Mais ça a été traité de la même façon, avec les mêmes coûts de production que ce qu'on va valoriser nous en bouteille et qui est fait avec le plus grand soin. Bon, c'est pas très efficace économiquement, hein, clairement. Ouais, je comprends. Et eux, après, Vinovali, eux, de leur côté, ils arrivent à le valoriser. Enfin, genre, ils ont où ça part dans des assemblages avec de... Je sais pas exactement ce qu'ils en font. En tout cas, ça part en bio. Voilà. Déméter, pour eux, voilà, ils n'ont pas de marché. Ouais. Donc, ça valorise pas forcément plus. Mais ça part dans leur lot de vin bio, quoi. Je sais pas exactement ce qu'ils en font. Déméter, donc c'est le label Biodynamie. Est-ce que tu peux, parce que c'était la première, sauf sur des petites cuvées où ils en respectent le cahier des charges, les autres que j'ai vus pour l'instant. Mais est-ce que tu peux expliquer la différence entre bio et biodynamie ? Oui, tout à fait. Alors, quand on travaille en bio, déjà, il faut savoir que donc on désherbe plus de façon chimique, on va désherber de façon mécanique avec un outil qu'on attelle derrière le tracteur, hein, pour travailler le sol et enlever, arracher l'herbe. Et puis, on n'utilisera plus que des produits de contact pour protéger la vigne contre les maladies, et plus de produits systémiques qui vont protéger la vigne depuis l'intérieur de son système. Et puis en cave, des produits, un nombre de produits moins importants qui sont autorisés et avec des doses moindres pour la majorité. Donc ça c'est le bio déjà, le point de départ. Mais en cave, c'est une contrainte, mais c'est... Alors en cave et à la vigne, hein, en réalité, pour nous, dans la région dans laquelle on est aujourd'hui, travailler en bio, c'est facile. C'est sans difficulté aucune. On n'a pas une pression d'humidité, sauf effectivement il y a des années un peu particulières comme cette année. Oui, Je dis ça, une année où on a été très attaqué par le mildiou, il faudrait peut-être pas. Mais globalement, on a une situation climatique, nous à Gaillac, on est entre le climat océanique et le climat méditerranéen. On est à la jonction entre ces deux climats. Donc on bénéficie des avantages des deux climats. On a de la chaleur, mais on n'est pas non plus dans le sud de la France. On a un peu d'humidité, mais on n'est pas dans le Bordelais. Les conditions sont quand même super bonnes. Travailler en bio, la gestion de l'herbe et des maladies, ça reste hyper raisonnable et facile à faire, hein, honnêtement.
Après, en cave, utiliser un peu moins de produits. Il y en a tellement qui sont autorisés que franchement, c'est pareil. On trouve toujours une façon de fonctionner. La biodynamie, c'est quand même vraiment encore autre chose. Voilà, notamment en cave. En cave, à la vigne énormément aussi, en fait. La biodynamie, c'est une démarche qui va beaucoup plus au fond des choses pour à peu près tout. Qui est basée sur plusieurs choses. Donc d'abord, la biodiversité. On va avoir un vrai travail sur la biodiversité, essayer avec la biodynamie de recréer un vaste ensemble de biodiversité équilibrée dans lequel les éléments se servent les uns les autres. À l'intérieur de la vigne, du coup, sur la vie qu'il y a dans le sol. Et notamment à l'intérieur de la vigne, sur la vie dans le sol, où on va pulvériser des préparations naturelles, qui sont en fait, on appelle ça la bouse de corne, mais de façon plus simple. C'est un concentré en fait de bactéries très riche qui va être pulvérisé de façon large sur le sol pour réensemencer, ramener de la vie, ramener de la bactérie dans le sol. Et on va faire ça régulièrement. Ensuite, pour se prémunir contre les maladies également, on va pulvériser d'autres genres de préparations naturelles également, à base de plantes, de silice, qui vont aider la vigne à se renforcer en fait, pour mieux lutter en fait, être plus belle, plus en forme. Voilà. Ensuite, on va essayer de se remettre dans une démarche d'observation beaucoup, et notamment d'observation des cycles lunaires, du lien en fait entre l'astral et ce qui va se passer chez nous. Dans la mesure du possible. C'est parfois compliqué à l'échelle d'une exploitation. S'il faut vendanger parce qu'il pleut le lendemain, même si c'est un jour fruit, on va pas y aller. Est-ce que tu peux donner un exemple concret de ça? Parce que ça, quand on est extérieur au truc, ça paraît éloigné, quoi. Est-ce que tu peux donner un exemple concret de la façon de travailler ça sur le lien, qu'est-ce qui change dans vos pratiques, en fait, en fonction du cycle de la Lune, par exemple? En fait, c'est très simple. Il y a beaucoup de gens qui jardinent un petit peu, ou ne serait-ce que dans des jardinières sur un balcon, ça marche aussi, et qui achètent le petit bouquin « Jardiner avec la Lune 2022-2023 », avec le calendrier de ce qu'on doit faire quand par rapport au positionnement lunaire. Mais en fait, on va utiliser le même calendrier, mais à l'échelle d'une exploitation et pas d'un jardin, tout simplement. Si on fait une mise en bouteille, on va essayer d'éviter certains jours. Il y a des moments un peu clés comme ça où, selon le positionnement de la Lune, on va adapter un petit peu, choisir de le faire plutôt tel jour ou plutôt tel jour. Voilà, simplement. Après, c'est pas la partie effectivement la plus facile à mettre en œuvre, mais malgré tout, on va quand même toujours avoir un œil sur ce calendrier. Je dirais que ce sur quoi vraiment il est beaucoup plus facile d'agir, c'est toutes ces préparations naturelles que l'on va faire pour faire accompagner la vie dans les sols, pour aider la vigne à être forte, et puis aussi le travail que l'on va faire dans le chai. Puisque en biodynamie, on va travailler uniquement en levure indigène, donc avec les levures naturellement présentes sur le fruit, qui sont issues du terroir, qui se sont développées sur le fruit avec la vigne, et qui sont vraiment porteuses d'une identité de terroir forte. Et puis également, on va avoir quasiment aucun intrant qui sera autorisé en fait en biodynamie. On va utiliser uniquement des choses vraiment complètement naturelles, et on va en utiliser très peu. En réalité, on utilise de l'argile et pour à un moment donné aider à faire se déposer les sédiments, des choses comme ça, des choses vraiment naturelles comme de l'argile. Et puis après, un petit peu de sulfite, un petit peu. Avec des doses qui sont encore bien moindres que celles autorisées en conventionnel ou encore en bio. On est encore largement en deçà.
Voilà. Mais notre rôle sera plus toujours, cette démarche de biodynamie est très basée sur l'observation et sur l'analyse de ce qui se passe. Notre rôle finalement en tant que vigneron en biodynamie aujourd'hui, ça va être plus d'observer et d'accompagner un processus naturel en fait. On n'est pas des chimistes, on n'est pas des petits chimistes. On fait pas. Voilà, l'idée c'est pas de faire du vin comme ça avec une recette comme on a démarré au départ, mais c'est d'accompagner un processus naturel et d'être vraiment juste là en soutien de ça. Et effectivement, pour ça, il faut beaucoup observer, il faut beaucoup analyser, il faut goûter tout le temps, à chaque étape. Voilà. Et puis observer, voilà, je parle de la cave, mais à la vigne aussi, c'est voir ce qui se passe, quelles sont les interactions qu'il y a au niveau de nos sols, comment est-ce qu'on peut ramener de la faune en replantant des haies, en remorcelant nos grandes parcelles de céréales en petites parcelles bordées de haies ou de bois, en ramenant des abeilles, en ramenant voilà, tout un tas de choses qui font qu'à un moment donné, on s'est retrouvé avec des sols qui étaient complètement lunaires, sur lesquels il n'y avait plus de vie, et qu'aujourd'hui, peu à peu, on essaye de réintégrer par tout un tas de pratiques de la vie, et puis d'avoir une démarche qui soit respectueuse du végétal, qui soit vraiment dans le sens de lui donner une durée de vie qui soit la plus longue possible, de ne pas le brutaliser, voilà, en travaillant notamment avec des techniques de taille douce, en intervenant le plus possible manuellement si on a le choix, plutôt que de façon mécanique, etc. D'accord, ok, très clair, très intéressant. Le dernier niveau, enfin le dernier niveau, pas forcément d'ailleurs. La partie vin nature, ça c'est des vins dans lesquels on n'a pas mis de soufre. Du coup, à aucun moment donné, c'est souvent des exploitants qui sont aussi en biodynamie, pas forcément toujours d'ailleurs, qui sont pas toujours labellisés. Non, pas forcément labellisé, ouais. Ouais, voilà, pas forcément labellisés. Mais voilà, Le vin nature n'est pas vraiment réglementé. Enfin, aujourd'hui, il existe une démarche qui s'appelle vin méthode nature, quand même, qui est reconnue, mais ça reste une partie qui n'est pas très claire et pas très réglementée. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, le vin nature, c'est un vin qui est avec 0 intrant. Ouais, voilà. Ça nous arrive de faire des vins nature. Voilà, ça nous arrive de ne pas du tout mettre de sulfite. Lorsqu'on utilise de sulfite, généralement, ça va être un petit peu la mise en bouteille pour protéger le vin dans sa durée de vie dans la bouteille. Mais uniquement si on sent qu'il peut y avoir à un moment donné une déviance qui se développe, une fragilité. S'il n'y a pas de fragilité, c'est pas nécessaire d'en mettre. Et ça nous arrive de ne pas le faire. Ok. Bon, très intéressant. Merci, ça fait un bon tour. On comprend bien. Une autre chose dont j'ai envie de parler avec toi, c'est le lieu où vous êtes, cette appellation Gaillac. Est-ce que tu peux déjà juste rapidement nous faire un peu une carte d'identité? Tu nous en as déjà un petit peu parlé. On est ici dans la partie nord. Ça représente c'est quelle taille, etc. l'appellation? Alors, l'appellation Gaillac, aujourd'hui, je crois que c'est à peu près 6000 hectares, sur une zone qui est assez étendue, avec 3 principaux terroirs. Un terroir de Grave qui va être situé dans la plaine du Tarn, en bordure de rivière. Ensuite, des coteaux qui vont avoir une belle exposition vers le sud et qui regardent vers la ville de Gaillac, avec des sols qui vont être argilo-calcaires, des sols assez profonds. Et ensuite, au-dessus, le plateau sur lequel on se trouve nous. Voilà. Après, ce qui caractérise notre appellation, c'est notamment la diversité de ses cépages. On utilise de très nombreux cépages sur l'appellation Gaillac, certains cépages très répandus, mais aussi, et de plus en plus on les rencontre aujourd'hui, des cépages autochtones, des cépages anciens qui font l'ADN de notre appellation, enfin en tout cas moi c'est ce que je crois. Qui vont être en rouge le brocol, le duras, le prunelard, et en blanc le mosaque, le loin de l'œil, l'ondingue. Et encore, il y en a quelques autres qui sont pas aujourd'hui forcément intégrés, acceptés dans les cahiers des charges de l'appellation, mais qui existent. Et ça, c'est formidable en fait. C'est que
on est sur une appellation où on a une diversité historique qui a été préservée, en fait. Voilà, il n'y a pas eu de choix à un moment donné de dire bon, mais en fait, ce qui fonctionne, c'est ça, donc on va garder que ça et on va faire que du rouge avec que tel cépage, par exemple, comme ça a pu être fait par ailleurs. À Gaillac, on a multiples cépages qui représentent vraiment le caractère de notre appellation, puisqu'ils ils sont, c'est un peu leur origine. Et puis, on a gardé aussi la possibilité de pouvoir faire multiples types de vins aussi. Sur l'appellation Gaillac, dans l'AOP, rien que dans l'AOP, tu vas trouver du blanc sec, du blanc perlé, du blanc doux, du rosé, des effervescents, des rouges et des primeurs. Certains font des primeurs aussi. Donc, ça fait déjà 7 types de vins différents qui se produisent sur cette appellation. Et du coup, en fait, on a une appellation qui est très riche, quoi, avec tout ça. C'est très, très riche. Riche et large. Mais à Gaillac, c'est très intéressant de discuter avec des vignerons ici et de l'histoire des domaines et tout, parce qu'effectivement, c'est justement représentatif un petit peu à petite échelle de ce qui s'est passé un peu partout en France. C'est-à-dire crise du phylloxéra, il n'y a plus de vignes, il faut replanter. Qu'est-ce qu'on replante ? En fait, il y avait les solutions qui étaient, relativement faciles, etc., qui étaient de remettre des cépages bordelais, par exemple, ici, dans le sud-ouest, en plantant des merlots, des cabernets, etc., un peu de syrah, qui étaient des choses dont on savait que, comme c'était des cépages qui étaient très vendus, Vallée du Rhône, Bordeaux notamment, c'était commercialement, ça paraissait intéressant. Donc, il y a des domaines qui se sont engagés dans cette démarche-là, aussi parce qu'il y avait urgence. À un moment donné, il fallait vite reproduire du vin, etc., au début du siècle, et voilà, et c'était comme ça. Et il y a aussi, du coup, de suite, eu l'idée de remettre des cépages qu'il y avait avant, parce que plus adaptés au terroir, alors peut-être moins évidents commercialement pendant une période, mais qui par contre, sont connus ici, des anciens. On sait que ça fonctionne, on sait que c'est adapté au climat, etc. En fait, je pense qu'effectivement, ça a été quand même globalement une logique dans les différentes appellations du sud-ouest. On a quand même encore, il y a toujours eu et il y a encore aujourd'hui cette âme, ce côté très paysan. On a conservé une logique comme ça, très paysanne, très ancrée. Qui fait que on a continué à un moment donné, effectivement, on a poursuivi ce qui se faisait dans la logique du climat, du terroir, peut-être plus qu'ailleurs. Après, ça n'a pas toujours été une évidence non plus. On dit souvent que le sud-ouest et Gaillac en particulier sont le jardin ampélographique de la France. Donc voilà. Mais ça n'a pas été une évidence non plus, parce qu'on a quand même, nous aussi, planté nos merlots, nos cabernets, nos sauvignons, etc., etc. Parce qu'à un moment donné, notre loin de l'œil, qui a une faible acidité naturelle, on s'est dit, si on l'assemblait avec un sauvignon qui va avoir, lui, une belle vivacité, ça va faire des beaux équilibres, commercialement, ça sera plus sympa. Donc on est allé aussi quand même vers ces travers-là, pour venir compenser un petit peu, je dirais, les particularités, les défauts, les faiblesses de nos cépages et se rapprocher un peu d'une forme de standardisation avec des choses un peu plus répandues aussi, probablement. Après... Mais c'est une période où il fallait aller vite, où il y avait urgence, en fait. Et du coup, ça forcément, ça rend les décisions plus difficiles et ça les rend aussi plus économiques. À un moment donné, oui, la partie économique, forcément, à un moment donné, va rentrer en ligne de compte. Mais heureusement, on a eu certains vignerons, comme la famille Plajol, notamment chez nous, qui est très connue pour ça, qui ont préservé ça. Et qui ont permis à nos appellations de garder quelque part un petit peu cette identité et de faire en sorte
que lorsqu'on en a ressenti le besoin, on vienne à nouveau explorer un peu mieux nos cépages anciens et s'appuyer mieux dessus. Voilà, à un moment donné, aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment dans une phase où on se rappelle que notre ADN, il est là, en fait. Hein, il est dans l'identité de ce qui se produit chez nous depuis toujours. Quoi. Voilà. Mais à côté de ça, du coup, c'est là que ça devient aussi intéressant de parler de ça. C'est que du coup, acheter un Gaillac, une bouteille avec écrit Gaillac dessus, bah, ça peut être tellement de choses différentes que... Alors c'est marrant, tu dis c'est très riche comme appellation, oui. Mais c'est un peu le bordel. Ouais, tu vois. Donc comment tu vois et Alors, c'est là peut-être tu parles de plageoles, terre de Gaillac et tout, peut-être c'est le moment où on ouais. peut... Alors en fait, effectivement, la diversité c'est compliqué à appréhender pour un consommateur en particulier. C'est très difficile. Après, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous, à un moment donné, on a fait le choix de travailler beaucoup en monocépage. On se dit, peu importe ce que c'est, même si c'est des cépages qui ne sont pas connus, ce sera peut-être plus facile à vendre en présentant le nom d'un cépage. On aura quelque chose on pourra aussi raconter un petit peu d'où on vient, notre histoire, l'identité du cépage, etc. Ce sera peut-être plus facile que de présenter des assemblages ou des vins avec du Sauvignon simplement. Voilà, ça nous paraissait un peu plus lisible du point de vue du consommateur aussi. Après, effectivement, Gaillac a vécu des périodes un peu difficiles parce que cette diversité représente aussi une difficulté en termes de lisibilité, de communication. Mais voilà, effectivement, j'ai parlé de la famille Plageol qui a su préserver, développer pas mal nos cépages autochtones depuis longtemps. Mais il y a aussi le travail d'associations comme celle que tu évoquais, Terre de Gaillac par exemple, qui font ce travail de promotion déjà depuis pas mal d'années pour faire connaître, découvrir nos typicités, notre identité à travers des démarches naturelles. Voilà, c'est un groupement en fait de vignerons qui travaillent de la même façon que nous on travaille, de façon très naturelle et qui mettent en avant vraiment tout ça. Ouais. Ouais, notamment la partie cépage. Ouais, notamment les cépages. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que c'est le cas de tous les vignerons à Gaillac. Nous, quand on a démarré, pourtant, on l'a dit, on est tout jeune. C'est pas très vieux, ouais. C'est pas très vieux. Mais quand on a démarré, je crois qu'en dehors de Plageol, personne ne faisait, ou presque pas, de monocépage avec ces cépages autochtones. On s'est lancé dedans parce que ça nous a semblé être une logique intéressante et puis qu'on avait envie de voir aussi ce que ça pouvait donner gustativement, d'expérimenter vraiment tout ça. Mais il n'y avait personne, ou presque. Et puis là, en 10 ans, mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que Gaillac s'est réveillé, a retrouvé son identité et aujourd'hui, tout le monde va dans ce sens-là, de se dire mais oui, mais en fait, bon sang, on a un ADN et notre ADN c'est ça et aujourd'hui on a envie de le porter fièrement et on y va. Et c'est devenu vraiment depuis peu, ça évolue d'année en année et je vois toutes les animations qu'on peut faire collectivement qui sont portées par l'appellation de plus en plus aujourd'hui. On trouve des vignerons qui mettent en avant des monocépages brocol, des monocépages loin de l'œil, etc. Donc les vignerons, de façon, c'est trop bien, se rapprochent du coup de ce truc-là. Est-ce que toi, tu milites du coup pour que l'appellation Gaillac elle soit un peu réformée et pour tu vois, qu'elle cadre effectivement ce truc-là pour enfin pas un retour, Oui. mais un recentrage sur les cépages autochtones notamment, tu vois. Est-ce que... Alors oui, mais en fait, ça vient d'être fait déjà. Aujourd'hui, on a le droit, dans le cahier des charges de notre appellation, de faire un monocépage brocol ou duras ou prunelard, qui sont nos 3 cépages rouges. C'était pas le cas il y a quelques années. Ça a évolué, ça. Alors je crois que c'était en 2019, 2018, quelque chose comme ça. Donc c'est assez récent.
Après, Ouais, on a ouvert d'un côté, on a dit ok, vous pouvez faire ça. voilà. Par contre, on n'a pas fermé de l'autre côté. On n'a pas fermé par contre de l'autre côté. Alors après, honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser à titre personnel. Je pense que l'assemblage n'est pas quelque chose d'inintéressant. Parce que l'assemblage va amener de la complexité par l'assemblage des caractéristiques de chaque cépage utilisé, les qualités que chacun va pouvoir amener, les complémentarités. Après, quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on a un spectre qui est très très large. Mais de l'autre côté, est-ce que pour toi, du coup, quelque chose par exemple 100% Syrah, Non. Est-ce que ça serait cool que ce soit plus un gaillac ou... Ça, alors 100% Syrah, c'est pas un gaillac. Ok, donc ça, Ouais. déjà, c'est pas possible. Ouais, Ok. on a le droit de faire des monocépages avec nos cépages autochtones uniquement. Mais pas de monocépage, ok, Non, d'accord. pas ok, avec ok. les autres. Donc Ok. ça déjà, c'est le cas. Honnêtement, je sais pas trop. Moi, j'ai tendance à dire nos cahiers des charges doivent évoluer, c'est clair. Mais je dirais que c'est plus dans la restriction, dans la démarche de qualité, moi, que je militerai. De rendement. Moi, si ça tenait qu'à moi, pour faire un AOP, je rendrais obligatoire la vendange manuelle, par exemple. Ok. Si certains m'entendent dire ça, peut-être ils me taperont dessus. Mais j'autoriserai peut-être moins de pratiques industrielles, entre guillemets, qui sont possibles encore aujourd'hui dans notre appellation. Je pense que c'est plus important encore aujourd'hui. Toi, tu as envie de voir s'élever la qualité des vins. Ouais, encore. Elle s'élève indéniablement, de plus en plus, énormément, chaque année un peu plus. Vraiment, c'est étonnant, ça va très très vite. Nous, on va vite, mais ça va encore plus vite. Aujourd'hui, les vignerons qui s'installent, ils travaillent bien, ils sont vraiment dans le sens de la qualité. Mais nos cahiers des charges n'évoluent pas aussi vite, en fait. D'accord. Et est-ce que, justement, ce collectif Terre de Gaillac, une chose pour laquelle il a été créé, c'est ça, c'est être influent auprès de l'INAO, etc. ou... Non, c'est pas pour ça qu'il a été créé. Enfin, je crois pas. J'étais pas là à la création, mais il me semble pas. Non, par contre, ce que font les vignerons, forcément, à un moment donné, j'ose espérer, peut avoir de l'influence. Après, peu à peu, on est là, les uns les autres, et puis il faut qu'on se saisisse aussi des instances de notre appellation, des conseils d'administration de nos AOP, de nos IGP. Des vignerons indépendants pour peser face aux autres et pour amener notre vision des choses et faire évoluer tout ça. Mais c'est le cas, c'est le cas aujourd'hui. Toutes ces instances, elles se rajeunissent. Elles sont intégrées par des personnes qui ont des démarches qualitatives de plus en plus. Donc ça viendra, mais effectivement... une appellation, c'est un gros mammouth, quoi. Ça évolue pas. Enfin, ça peut évoluer. Enfin, dans la pratique, les choses évoluent très vite, mais sur la partie plus légale, réglementaire, c'est beaucoup plus compliqué. Forcément. D'accord. Et l'autre partie de cette appellation Gaillac, c'est la partie commerciale. Est-ce que tu juges que c'est difficile de vendre du vin de Gaillac? Est-ce que c'est facile? Qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là? Alors, notamment le lien avec Toulouse. C'est assez intéressant de parler de ça. Alors déjà, nous, quand on est arrivés, beaucoup nous disaient tu verras, mettre Gaillac sur ton étiquette, ça sert à rien, ça te sert pas, au contraire, peut-être, il faut le mettre plutôt en contre-étiquette pour pas trop te faire voir comme Gaillac, mais plutôt te faire connaître en tant qu'entreprise individuelle, etc. C'est un peu la démarche que vous avez. Alors nous, effectivement, on l'a mis en contre-étiquette, mais par contre, dès qu'on peut, si on peut, on n'essaiera pas de faire absolument un AOC. Si ça l'est, vous allez le mettre. Dès qu'on peut, on va l'utiliser, cette estampille AOC Gaillac, parce qu'on est quand même fiers d'être ce qu'on est. Parce que Gaillac, c'est aussi un terroir, c'est aussi des gens rassemblés, comme des associations par exemple comme Terre de Gaillac peuvent le démontrer, ou d'autres. Je suis aussi partie d'une association de vigneronnes, où on travaille collectivement pour la promotion de notre appellation aussi. Je suis assez fière en fait d'être gaillacoise, donc on est assez fiers d'être gaillacois, donc si on peut, dès qu'on le peut, on va utiliser la dénomination de notre appellation, même si c'est pas évident ça n'a pas toujours été évident vis-à-vis du public.
Après, pour être honnête, je ne sais pas trop à quoi tiennent les choses, d'où peuvent venir le pourquoi du comment. Mais honnêtement, moi, j'ai jamais trouvé une grande difficulté à vendre nos vins de Gaillac. Est-ce que c'est parce qu'on a décidé d'aborder les bons marchés au bon moment, avec telle ou telle démarche? Enfin, j'en sais rien, je ne sais pas exactement, mais je crois que, en fait, à partir du moment où... nous, on a pris la démarche de se dire on veut proposer des choses à faire découvrir. On veut proposer des expériences. Donc, effectivement, je vais d'abord vendre mon cépage, je vais vendre un loin de l'œil. Ceci dit, vous allez pousser la porte d'un caviste à Toulouse ou ailleurs, il n'y a personne qui va dire bonjour, je voudrais un loin de l'œil pour accompagner ça a un mon pouvoir commercial non, limité. voilà, ça va pas fonctionner comme ça. C'est d'ailleurs la raison personne pour laquelle vient en chercher, en fait. c'est pas souvent, pas évident. Voilà. Après, ceci dit, du coup, notre démarche à nous, ça a été de s'appuyer sur, comme je le disais tout à l'heure pour l'export, c'est vrai encore plus en France, mais enfin, c'est vrai partout en fait. On a fait le choix de s'appuyer sur des personnes, des cavistes, des restaurants qui s'intéressent aux vins qui vont servir à leur carte et qui vont conseiller leurs clients quand le client va rentrer pousser la porte en disant je fais ça à dîner ce soir, qui vont être des cavistes passionnés, qui vont être capables de dire tiens, là j'ai un truc qui est fait avec un cépage que vous connaissez pas, vous pourrez découvrir ou le faire découvrir à vos amis, aromatiquement c'est comme ça va très bien avec ça, et voilà, qui vont faire leur job en fait, de passionnés, de conseiller au niveau du produit qu'est le vin. Et de ce point de vue-là, ces interlocuteurs qui sont passionnés, on leur amène nous aussi des choses à découvrir, que ce soit Gaillac ou pas Gaillac, ils vont pas nous fermer la porte. Et même au contraire, ils vont nous dire c'est chouette ça, c'est un Gaillac, c'est super, génial, tiens, on va le mettre en avant, quoi. Ouais, moi, j'ai jamais rencontré de difficultés énormes. Ouais. Après, effectivement, il y a la question du marché toulousain. Tu posais la question. Ouais. Toulouse, c'est la grande ville la plus proche de chez nous. On est à 1 heure de Toulouse. C'est pas forcément le marché qui a toujours été le plus évident pour nous, et c'est encore le cas aujourd'hui. Voilà. Sur Toulouse, les Toulousains sont très acquis à la cause des vins du Languedoc et vendent peu de vins du Sud-Ouest en général et de vins de Gaillac, clairement. Pourquoi, selon toi ? À mon avis... Alors moi, je suis toulousaine, donc je pense que j'ai le droit d'avoir une analyse sur la question, justement. Je dirais que pour les Toulousains, la route des vacances va vers la Méditerranée et que, okay. On va avoir tendance à aller acheter des vins qu'on aura découvert sur ce chemin des vacances. Je pense qu'il y a ce côté-là. Moi, clairement, quand j'étais petite, on allait voir des amis de mes parents qui étaient vignerons dans les Corbières sur le chemin pour aller à la mer, quoi. Et puis on découvrait des vins de là, en fait, tout simplement. Alors que remonter vers le nord, vers Gaillac, vers Cahors, tout ça, bon... Puis les appellations. En fait, c'est pas des zones qui sont attractives pour les Toulousains, simplement. Et c'est vrai que même nous, encore aujourd'hui, dans notre caveau de dégustation, encore aujourd'hui, ça va mieux, un peu mieux, mais des Toulousains, on n'en voit pas beaucoup. On n'en voit pas beaucoup parce que quand ils partent en week-end, quand ils partent en vacances, ils partent à la découverte soit carrément d'autres régions, plus éloignées, soit ils vont descendre vers le sud, quoi, tout simplement. À mon avis, c'est très lié à ça. Du coup, il y a une culture gustative qui s'est développée, qui est très marquée sur des vins un peu puissants, un peu structurés, qui ne sont pas forcément ce que nous, on va proposer. Et là, c'est là que ça commence à coincer. Après, pour autant, je dirais que depuis le premier jour où moi, j'ai passé la porte d'une cave ou d'un restaurant à Toulouse, et aujourd'hui, les choses ont quand même beaucoup changé. On a le développement d'une nouvelle gastronomie un peu contemporaine dans laquelle les chefs, les propriétaires de restaurants sont vraiment beaucoup plus attentifs que par le passé à tout ce qu'ils proposent. De la qualité de l'accueil jusqu'à ce qu'ils vont mettre dans le verre et de bout en bout, quoi. Anne Rib du Roc me disait que ça, c'est notamment venu, elle a remarqué, avec des chefs attirés par la ville de Toulouse, mais qui n'étaient pas toulousains, qui sont venus s'installer et dont la démarche est du coup de « Ah mais attends, à 30 km de Toulouse, il y a du vin » ou ici, à 50 km de Toulouse, il y a du vin.
on va aller regarder. Oui. Et justement, qui eux n'ont pas grandi. Est-ce que toi aussi tu... Ouais, je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a de ça. Mais, et même pour ceux qui sont toulousains, les jeunes chefs là, de cette génération qui s'installent depuis 10 ans, même celui qui est toulousain, il aura fait ses armes, je sais pas moi, à Paris, à Lyon, ailleurs, et puis il sera revenu là pour s'installer dans son, dans son berceau familial, mais avec effectivement une ouverture qui est différente, et puis aussi avec une vraie envie d'avoir une démarche qualitative de bout en bout, vraiment, moi je pense aussi. Ouais. D'accord. Okay. Voilà. Après, il est clair qu'il y a 10 ans, quand on poussait la porte d'un resto, ils travaillaient qu'avec des grossistes, hein, les grossistes qui fournissent tout type de boissons, hein, le café, la bière, etc. Et puis, de toute façon, hein, pourquoi s'emmerder, puisque mon resto, il est plein midi et soir sans que j'ai à faire d'efforts, quoi, hein. Aujourd'hui, les choses, elles changent. Ouais, c'est ça. Eh oui. D'accord. Très bien. Une autre chose, une autre caractéristique ici que vous avez créée, encore un truc là, pas beaucoup de temps, c'est toute la partie événementielle. Vous avez, vous êtes en train. Alors moi, je suis jamais venu à un événement, etc. Mais je suis de loin, passé plusieurs fois au domaine, etc. Vous avez fait de ce lieu ici, ou en tout cas vous êtes en train, vous avez envie de faire du lieu d'ici du domaine un lieu d'événement aussi, de plaisir, de partage, etc. Il y a évidemment le caveau qui reçoit un peu toute la semaine et tout, mais il y a aussi des soirées, des choses comme ça. Alors on est quand même dans un endroit, on n'est pas très loin de Cordes-sur-Ciel, donc il y a du passage quand même dans le coin de touristes, etc. Mais vous avez envie On a développé pas mal de choses, d'expériences différentes au niveau de l'accueil chez nous, ouais. Il y a des concerts, il y a plein de trucs. Alors en fait, pour nous, c'est venu par plusieurs logiques. Je dirais que la première logique, c'est que moi, mon métier, c'était quand même d'animer des choses avant. Donc j'avais quand même envie de rester en contact avec du public, de faire de l'animation, de rassembler des gens. Et puis, je l'ai dit aussi, hein, j'ai travaillé dans la formation, donc d'avoir une démarche un peu pédagogique aussi. Donc on s'est mis à développer pas mal de choses au niveau œnotourisme. Parce que effectivement, en plus, il se trouve qu'on est dans une zone touristique. Donc ça a été une occasion, on a profité aussi de ce levier-là. Et puis, on a eu envie de se faire plaisir. Je dirais que c'est le troisième levier. C'est que ça nous fait plaisir de rassembler les gens, tout simplement. Donc aujourd'hui, on propose pas mal de choses, autant au niveau de la journée au domaine, pas mal d'activités qu'en soirée. Des activités plus pédagogiques en journée, on va dire, et plus festives en soirée. Donc la journée, chez nous, vous pouvez venir louer un VTT électrique pour aller arpenter le plateau cordé, ou faire une rando au départ du domaine avec une boucle qui vous ramène au domaine. Vous pouvez faire un petit circuit avec un roadbook sur notre exploitation. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça qu'on propose. Toi c'est toi qui... Oui, alors avec Élodie qui travaille avec nous également, qui est notre assistante, qui nous aide pour accueillir le public notamment. Elle est très créative, Élodie aussi. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup amusé à tout ça, hein. On a pris beaucoup de plaisir. Et puis pour la partie la plus événementielle, au départ, on a commencé à faire des petites soirées de temps en temps. Puis l'été, on s'est dit quand même, il y a du monde par chez nous, on va en faire une par semaine. Et puis peu à peu, on s'est professionnalisé, on s'est structuré. Mais à un moment donné, on s'est même dit, on fait les choses pas trop mal, hein, ça va, on s'en sort bien. Mais bon, on a quand même des journées de... beaucoup d'heures. Et on a commencé... Parce que c'est vous qui faites ces événements, vous n'avez pas d'agence qui... Non, ouais. Mais après, à Gaillac, il y a beaucoup d'événementiels aussi, on n'est pas les seuls, hein. Mais effectivement, à un moment donné, par contre, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on s'est dit, c'est quand même lourd à porter, ça fait beaucoup de choses, on a envie de poursuivre, et on fait bien les choses, mais à la fois, on n'est pas non plus des pros, non plus, quoi qu'il en soit.
Et du coup, il y a 2 ans, on a décidé de se professionnaliser justement en proposant une guinguette, un restaurant estival sur le domaine, donc sur la terrasse du Chai, en fait, de début juin à fin septembre. On ouvre notre terrasse avec du coup 2 professionnels qui sont là pour accueillir le public, donc un chef et un serveur. Et qui du coup vont vraiment amener la touche vraiment plus pro et à la fois nous soutenir, nous soulager un petit peu de tout le temps qu'on consacrait à ça. Et ce qui nous permet de proposer aujourd'hui beaucoup plus sereinement une soirée-concert chaque semaine, de pouvoir mettre en avant plus sereinement les vernissages des artistes qu'on expose chez nous tous les mois. De faire les choses, mais avec l'appui de professionnels qui nous permettent d'animer la partie un peu plus restauration festive, le lien entre Ces artistes, les accords mais vins, etc. Ces artistes, ces musiciens, comment tu les trouves? On chine un peu. Non, pour les artistes, on essaie de valoriser les artistes locaux. On expose chez nous, jusque-là, on a toujours exposé que des artistes locaux. Donc on commence à connaître pas mal les artistes du coin, mais il y en a beaucoup. Beaucoup. Il y a beaucoup Et après, quand tu rentres dans le gens réseau, qui créent. Après, oui, mais même les gens aujourd'hui poussent notre porte, nous disent ah tiens, je connais quelqu'un qui pourrait exposer chez vous, ça serait sympa. Tiens, je vous donne le contact. Après, ça finit par se faire tout seul. Et puis les musiciens, c'est pareil. Il y a pas mal de musiciens qui gravitent autour du vignoble gaillacois dans toutes les animations qui sont proposées. Bon, on essaie de les faire bosser, mais on essaie aussi d'aller chercher des choses un petit peu ailleurs pour amener de la nouveauté. On se fait des sessions d'écoute, on s'amuse bien à faire ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Ok. Ouais. Et comment dire, le modèle économique de ce truc-là, c'est comment ça marche? Les gens, ils viennent, ils payent leur repas, leur concert. Alors non, c'est mieux que ça. Ils viennent, ils payent ce qu'ils consomment. Et le concert est compris dans les charges. Ouais. Ok. Voilà. Et on boit sur place du vin d'ici. Ouais. Et on peut en prendre, bien sûr, après, si on veut en ramener un carton. Voilà, c'est ça. On consomme, on profite du cadre, du lieu, de la possibilité d'être bien conseillé parce qu'on est sur le domaine, pour boire, goûter le bon vin avec la bonne assiette ou la bonne tapas. Et puis si l'expérience est sympa, on peut acheter en partant, on peut revenir pour visiter, redéguster plus tranquillement le lendemain ou le mois prochain, peu importe. Et voilà. C'est trop cool. Et vous, économiquement, vous vous y retrouvez? Économiquement, on s'y retrouve. C'est pas ce qui nous fait vivre, mais c'est vrai que c'est une petite. Indirect sur C'est une petite. l'exposition. Voilà, c'est une parenthèse en fait, je dirais. L'été, on a décidé de se consacrer à l'accueil du public chez nous, l'accueil sous toutes ses formes, que ce soit pédagogique ou festive. Et puis effectivement, on croit beaucoup au fait que ça puisse, que ça puisse faire résonance chez les gens, et puis que ça rayonne un petit peu au niveau de notre notoriété. Et puis quoi qu'il en soit, effectivement, les gens qui viennent festoyer, souvent ils achètent du vin à emporter, quoi. Donc ça, ce sont des retours. Ça, vous avez réussi à faire ça, ouais. Ouais. Ok. Et vous partez quand en vacances, du coup? On part. On part parce qu'on a des enfants et qu'on on se contraint à se prendre des vrais breaks, des vrais temps de pause. Mais on l'a dit, aujourd'hui on est une petite équipe. On est déjà 3 associés, donc on essaie de ne pas partir en même temps que Philippe, clairement. Et puis Elodie, notre assistante, je l'ai évoquée aussi, j'ai parlé d'elle, qui est notre pilier, sans qui rien ne serait possible. C'est la seule à tout savoir. Nous, on est tout le temps au four et au moulin, on n'est pas tout le temps au domaine. C'est la seule qui est vraiment présente en permanence et qui maîtrise tout aussi bien que nous, ou presque. Donc voilà, on fait des rotations et on arrive à s'en sortir. Voilà, on accueille aussi beaucoup de jeunes en formation, parce que je l'ai dit, on a à cœur aussi d'avoir une démarche un peu pédagogique, mais du coup on prend aussi pas mal de stagiaires qui viennent découvrir le métier de la vigne, du vin, de l'animation, de la sommellerie, de l'œnotourisme, et puis on peut s'appuyer sur eux un petit peu aussi. D'accord. Aujourd'hui, du coup, le domaine dans sa globalité, c'est donc 3 associés. Elodie, plus qui, parce que pour faire tout ça... Et 2 personnes de plus à la vigne.
D'accord. Voilà, Vigne Cave, qui viennent soutenir Pierre aussi à la cave. Et puis des saisonniers, selon les saisons. Ouais, ok. Et combien de bouteilles, du coup, là, en moyenne Alors, il n'y a pas de moyenne, puisqu'on Ça augmente progresse chaque encore année. un petit peu chaque année. Là, cette année, on produit 80 000 bouteilles. Notre objectif, il serait plutôt autour des 100 000. Avec, Voilà. On n'est pas loin du but, mais plus ça va et plus la progression, moins la progression est exponentielle et j'espère qu'on y arrivera bientôt, mais ça devient moins évident. D'accord. Des repères de comment vous vendez le vin, toute l'activité que vous faites au domaine, etc. Du coup, j'imagine que ça vous offre la possibilité de vendre pas mal de vin ici. Ouais. Ça représente, ça représente quoi? Ça représente 20% à peu près de notre activité, Ok. voilà, qui est faite sur, on va dire, 4 mois, grosso modo. Et puis, pour nous, économiquement, c'est important hein, parce que c'est vendu au prix, on va dire, direct consommateur. Avec des marges plus importantes. Avec des marges plus importantes. Et après, le reste se répartit sur les réseaux traditionnels, cavistes, restaurants, épiceries fines. On travaille avec quelques petits grossistes départementaux ou régionaux qui viennent nous soutenir un petit peu en relais, quelques agents pour développer tout ça. Et puis, à peu près 20% d'export. D'accord. Voilà. Comment le prix de vos bouteilles de vin, comment on décide Alors ça, c'est une question énorme. Est-ce que tu as 1 heure devant toi ou 2 non, ou 3 pas 1 heure, mais voilà. Le prix, déjà, il est lié à la production, à ce que ça nous coûte de produire. Il faut savoir que quand on trouve des vins en supermarché à 3 €, c'est pas normal. Voilà, parce que clairement, aujourd'hui, on ne rentre pas dans ces frais avec des tarifs comme ça. Grosso modo... en tout cas pour vous, qui êtes vigneron indépendant. Pour un vigneron indépendant. Mais voilà. parfois même pour des structures plus grosses, on se demande bien comment ils font. À un moment donné, les économies d'échelle, ça va bien, mais on arrive à certaines limites. Non, aujourd'hui, nous, on est vigneron indépendant. On travaille en biodynamie. On favorise autant que faire se peut tout ce qui est manuel. On a une démarche agronomique qu'on essaye d'être la plus complète possible. Nos entrées de gamme, ils sont autour des 9 €. Honnêtement, c'est très honnête. En réalité, si on voulait vraiment économiquement s'en sortir vraiment mieux, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, on a beaucoup investi, on l'a dit. C'est ça, on est encore en progression. Si on voulait vivre de notre travail, il faudrait plutôt que nos entrées de gamme ils soient entre 10 et 15 €. Clairement. C'est ça, parce que jeune domaine, énormément d'investissements réalisés, des emprunts à la banque, des choses comme ça. Et ça doit se retrouver dans le prix de la bouteille. Et malgré tout, comme tu dis, vous sortez des entrées de gamme à moins de 10 € ici. C'est assez incroyable. Enfin, tu vois, je me souviens le repère que j'avais quand j'étais allé dans la vallée du Rhône. On avait fait l'un après l'autre. On était allé chez un vigneron qui a récupéré le domaine de son papa, qui tournait. Ça n'a pas moins de mérite, plus de mérite. C'est pas ça que je veux dire. Mais il a récupéré le truc et sa bouteille de Saint-Joseph, il peut la vendre à 20 €, quoi. Il peut la vendre à 20 € et il vit, etc. Et juste après, on va chez un domaine récent où il vient d'acheter des vignes en Saint-Joseph où et cet investissement-là, il a emprunté à la banque, il a quelque chose et il me dit c'est impossible de sortir le Saint-Joseph à moins de 30 pour moi, c'est pas possible. Donc après il faut cravacher en commerce pour le vendre. Mais c'est pas possible. Et vous, du coup, c'est quand même trop cool d'arriver. Après, c'est des équilibres qui sont compliqués. Et aujourd'hui, on est encore très fragile, il faut être honnête. Aujourd'hui, on vend nos vins à ces prix-là, mais on ne gagne pas encore d'argent. Voilà. On a les reins solides. Donc, ça fait 10 ans qu'on a démarré et on espère y être bientôt. Mais il faut savoir que acheter un vin à un vigneron indépendant,
c'est acheter la transpiration du vigneron avec. Hein. Il y a des risques qui sont pris. Nous, on le sait, on sait pourquoi on fait les choses. Hein. On travaille voilà, pour faire perdurer quelque chose. On travaille aussi parce qu'on est passionné, parce qu'on adore ça. Et puis tu as construit le modèle. Mais, Quand je vinifierai mes 100 000. Voilà, mais à un moment C'est donné, là-dessus il faut entre 10 et 15 ans pour gagner de l'argent, quoi. Hein. Quand on part de zéro, clairement, enfin, je connais personne d'autre qui a réussi à faire plus rapidement. Et pourtant, on essaye d'être sacrément efficace. Hein. Mais parce qu'à un moment donné, oui, on pourrait se présenter sur le marché, comme tu viens de le dire, hein, avec un vin qui serait 10 € plus cher que notre voisin qui a rentabilisé son outil de production. Mais par contre, comme on a besoin de développer quand même un peu de volume, parce qu'on a un petit peu de surface, et parce que économiquement on a fait le choix de travailler en équipe, de n'avoir que des bouteilles issues de notre propre raisin, etc., on peut pas se permettre de ne pas avoir un prix, on va dire, vis-à-vis des consommateurs qui soit quand même un petit peu attractif d'une certaine façon, quoi. Donc on serre les dents et on va y arriver un jour. Voilà, moi j'y crois, j'ai envie d'y croire. En tout cas, on n'est pas loin du but. On a construit quelque chose qui est chouette. On essaie d'être dans les prix globalement du marché. Et puis c'est important aussi, il me semble, en plus, pour tout le monde, hein, pour le caviste, de pouvoir faire sa marge, pour le restaurateur, pour le consommateur, de pouvoir se faire plaisir, d'avoir les moyens de se faire plaisir. Mais effectivement, il faut penser un peu à nous aussi et vivement la rentabilité. Ouais. Une autre question, pas facile celle-là, je te préviens. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Moi, je viens vous voir et j'apprécie parler avec vous, au sens les vignerons de manière générale, parce que je trouve votre métier incroyable dans le nombre de compétences qu'il faut avoir. Alors, elles sont aussi partagées entre plusieurs personnes, mais même voilà, une seule personne, le nombre de choses qu'elle sait faire. Enfin, rien que là, en discutant avec toi, à l'échelle, je veux dire, organiser les soirées, ouvrir un resto, c'est un métier, quoi, normalement. Et vous le faites au milieu de tout le reste. Hein. Ma thèse, quand même, c'est que je pense que chaque personne, tu vois, a un point fort dans lequel, tu vois, dans lequel elle amène une vraie plus-value, tu vois, sur le domaine, etc. Toi, qu'est-ce que ça serait, toi, ton point fort, tu penses ? Ah bah chez nous, je pense que c'est très clair. Pierre, ça va être la production, voilà, le lien à la terre, la culture, l'approche du vivant, je dirais, du point de vue de la production. Et puis moi, c'est plutôt le vivant de l'autre côté, une fois que la bouteille elle est produite. Hein, ça sera plus le commerce, faire vivre, vendre notre production, etc. D'accord. Comment est-ce que tu progresses, du coup, malgré ça? Comment toi, tu fais pour progresser? Pour progresser dans quel domaine? Dans ton métier, quoi, les trucs où tu as envie de progresser, toi, En comment tu restant fais? ouverte. En fait, moi, c'est peut-être d'ailleurs même un peu trop, je fais partie de plein de groupes d'échanges, de partage en tout genre. Et je me nourris pas mal de ça. Je me nourris énormément même de ça. Voilà, en étant dans les associations, dans les instances de notre appellation, et voilà, des assos sur des thématiques diverses et variées. C'est une façon de partager, de voir ce que les autres font, d'expérimenter. Voilà, c'est chouette, je pense, et c'est très enrichissant. Et puis après, les rencontres qu'on fait au fil de nos salons, de nos visites à droite à gauche, etc. Je pense que c'est l'essentiel. On va arriver doucement à la fin. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Je sais pas. On a fait un sacré tour là. Ouais, c'est pas mal. Ouais, non, je Pas pense mal. que c'est pas mal déjà. Est-ce qu'il y a une question que tu n'aurais pas aimé que je te pose? Ah, je sais pas. Non, j'ai rien à cacher. Ouais. Je suis contente. Ah, Tout va cool, bien. c'est cool. Dernière chose, si jamais moi, tu vois, dans la démarche qui est la mienne, etc., d'aller rencontrer les gens, des vignerons, si tu devais me conseiller d'aller voir un seul vigneron n'importe où en France, ça peut être à côté, ça peut être à l'autre bout de la France, tu me dirais d'aller voir qui?
c'est difficile, on aime tellement de choses. Je vais m'appuyer sur mon expérience la plus récente. Hier soir, on a bu avec Pierre un vin blanc sec du domaine Balanza, dans l'Aude. C'était fabuleux. Ok, top. Laure, merci beaucoup du coup pour ce moment. Merci à toi. C'était sympa. Euh, Voilà, évidemment, je ne l'ai pas dit, enfin, on l'a un peu dit, Domaine Guérard accueille ici. Donc, si vous êtes dans le coin, venez, vous serez bien accueillis. Il y a des randos, il y a des tours de vélo, il y a des soirées, il y a à manger. J'ai vu passer des photos, ça a l'air cool. Enfin voilà, venez, ça vaut le coup. Et venez rencontrer Laure et Pierre, c'est des gens sympas. Donc voilà, merci beaucoup. Merci.